L'achat d'un immeuble, c'est super excitant. Tu as beaucoup d'émotions qui rentrent en ligne de compte. Et en même temps, c'est quand même assez facile. Tu achètes ton immeuble, tu structures ton financement, tu es capable d'apparier tes fonds, peut-être tirer un peu à droite à gauche pour être capable de le faire. Mais une fois que ça c'est fait, que tu es passé chez le notaire, là, il faut que tu l'optimises. C'est là où tous les imprévus commencent à rentrer. Tes financements qui changent, tes sous-traitants à trouver, tes hommes à tout faire. C'est d'accepter que tout le monde va faire des erreurs. Ouais. Nous, on en fait, que le partenaire va en faire. Et d'être capable de dire, bon ben voilà, c'est correct, tout le monde va en faire. C'est juste que maintenant, c'est combien de fois on va le faire l'erreur, tu sais, 3-4 fois, ou au bout de 2 fois, tu as appris. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX, également professeur en ingénierie financière et investisseur immobilier d'impact. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois à RSI Julien Jérémy, investisseur immobilier, surtout à Sherbrooke, également à Granby. Vous allez voir, on va parler de partenariat, d'optimisation énergétique, puis également de comment réussir comme investisseur immobilier de nos jours. Alors, je vous souhaite un excellent visionnement. Ben, ça va, Julien? Bien, toi, Nicolas? Ça va très bien. Fait que deuxième apparition. Exactement. Hein? Dernière fois, on était dans un studio dans le Vieux-Montréal. Là. Ouais. On est sur Sherbrooke, hein, comme dit, Des beaux comme bureaux on dit en d'ailleurs. France. Hein? Beaux Des bureaux, beaux bureaux, ça. des beaux bureaux. Très bel immeuble. Ouais, vraiment. Tu as eu un beau parcours, je pense, en immobilier, tes débuts. D'ailleurs, on en a parlé dans le premier épisode. Fait que les gens qui veulent le savoir, allez réécouter cet épisode-là. Je ne me rappelle pas c'est quoi le numéro. Là. Je ne sais pas si toi tu le sais. Aucunement. Allez faire de la recherche. Exactement. Mais aujourd'hui, encore, tu as continué à évoluer à plein régime, malgré vents et marées du marché dans les dernières années. On s'entend, les 2 dernières années au Québec en investissement immobilier ont été des années plus compliquées, on va dire, que Vraiment, c'était pas les plus faciles. les 10 d'avant. Fait que parle-moi d'un peu où tu es rendu comme investisseur. Ouais, dans le fond, nous, dans les 2 dernières années, on a passé beaucoup de temps à continuer à développer les entreprises d'opération. Fait que la construction puis la gestion immobilière, OK. dédiée à 100% à l'investissement immobilier. OK. Fait qu'on ne vend pas de service, on fait juste pour nos propres Juste immeubles. pour vous autres, Ouais. c'est ça. Puis en parallèle, les mêmes partenariats qu'on avait développés pendant la meute multilogement en 2021, on les a conservés, puis on a grandi ces partenariats-là. Ouais. Et Parce que donc, toi, tu avais essentiellement 2 partenariats. Tu avais un partenariat d'un bar ici à Sherbrooke. Oui. Tu avais un partenariat qui était comme dans plusieurs villes, là, avec Audrey, P.O., David. Exactement, Ouais. où on était Granby, puis Sherbrooke Ah un oui, petit c'est ça, peu. Granby puis Sherbrooke. Ouais. Ouais. Et fait que dans cette entreprise-là, on continue à avoir toujours une bonne croissance, là, une cinquantaine Ouais. de logements par Tu as fait année. une à peu grosse près. transaction récemment, d'ailleurs, un achat par action. Exactement, le deuxième. Fait qu'un beau parc immobilier, 5 unités à Sherbrooke. 5 immeubles, pardon. 5 immeubles, OK. Ouais, de 55 logements au total. Puis c'est super bien été. Donc c'est vraiment ça. Dans les 2 dernières années, on a consolidé les partenariats. Ouais. On est passé quand même au travers de pas mal de problématiques. Ouais. Fait que dans tes partenariats, ça resserre les liens Ah ou ça ouais. les éloigne. Ça teste le partenariat. Là, tu vois Exact. s'il est bon ou il est pas bon. Là. Ouais, tu vois si tu as des partenaires solides ou pas Ah à côté. ouais, c'est clair. Puis c'est vraiment ça qu'on a mis en place le plus là. C'est OK. beaucoup de travail, pédagogie pour être capable de tous les partenaires être au même niveau. Ouais. Puis nous aussi d'évoluer au travers de ça. Et de voir lesquels performent le plus en fait Ouais. pour la croissance future puis continuer à évoluer avec eux là en fait. Là. Fait que là, dans le fond, est-ce que la manière que tu opères, c'est-tu comme deux partenariats à vase clos essentiellement qui communiquent pas ensemble? Tu sais, Ouais, complètement. Là maintenant on en a 3. On a OK. un troisième partenariat qui est parti avec Jean-François Bergeron Oui, oui. qui, Ah oui. euh, Ah oui, c'est vrai, il m'en a parlé. qui est pas mal actif. Fait Ouais. qu'avec JF, là, on est un peu partout. Là. On est plus comme opportuniste. OK. Fait qu'on OK. va aller Montréal, Rive-Sud, Ah, Sherbrooke, Granby. OK. Et fait que c'est suivant les projets qu'on trouve, on est capable de les prendre. Fait essentiellement, les 2 partenariats qui sont actifs, on a comme Victoria et le partenariat avec JF. Ouais. Victoria, c'est plus des 12 unités et plus qu'on va acheter, Ouais. d'immeubles 1970 en montant. Donc, tu sais, c'est vraiment plus de l'achat, amélioration, efficacité énergétique, abordabilité, puis après de détention long terme. Ouais. Ça fait que c'est plus ce rythme-là qu'on va avoir là-dedans. Et avec JF, par contre, là, on est vraiment opportuniste. C'est vraiment OK. projet, on va le prendre. C'est un 6 logements avec 3-4 logements vacants.
On va aller le chercher. OK. Ça va être un 40 unités qui est problématique, efficacité énergétique ou de l'abordabilité qu'on va OK. mettre dedans. On va être capable de le cruncher. Fait que, avec Jeff, on va plus mettre la partie ingénierie financière Ouais. en place. C'est vraiment le calcul, comment on est capable de structurer un bon financement, puis après l'exécution en arrière. Puis toi, dans le fond, toi et ta conjointe, vous vous occupez de coordonner essentiellement le côté gestion locative puis le côté travaux, essentiellement. Ouais, complètement. Tout ce qui est opération, mettons, exécution, avec Ellie, on va s'en occuper. OK. Fait que là, on a structuré cette partie-là d'entreprise. Ouais. Mais après, la partie que j'aime le plus, c'est quand même trouver les projets, Oh, puis ouais. capable de structurer la partie, mettons, investissement immobilier en amont. Là. Ouais. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est sûr que là où on met le plus de temps, c'est sur l'optimisation après. Ah, ouais. Ah, c'est ça qui est tough aussi avec la croissance. Hein, c'est de. Je pense que pour certains, la partie deal-making, Ouais. c'est vraiment ce qui est le fun. À un moment donné, il faut que tu lâches un peu le deal-making, puis que faut que ça opère au final. Là. C'est pas 100% passif, l'immobilier. Là. Non, complètement. Puis, tu sais, c'est là où c'est dur parce que l'achat d'un immeuble, c'est super excitant. Tu as beaucoup d'émotions qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Puis en même temps, entre guillemets, c'est quand même assez facile. Ouais. Parce que tu crunches ton immeuble, tu structures ton financement, tu es capable d'appareiller tes fonds, peut-être tirer un peu à droite à gauche pour être capable de le faire. Mais une fois que ça c'est fait, que tu es passé chez le notaire, là, il faut que tu l'optimises. Ouais, c'est ça. Puis Là, c'est le vrai travail qui commence. ben, c'est ça. Puis là, c'est là où tous les imprévus commencent à rentrer. Ouais. Tu sais, tes financements qui changent, tes sous-traitants à en trouver, tes hommes à tout faire, tes hommes de maintenance, que ben, c'est plus dur à coordonner, à avoir, ou l'équipe Ouais. de gestion de projet. Tu sais, c'est toujours des gestions de personnel que tu vas avoir, entre guillemets. Absolument. Et c'est d'être capable de bâtir cette équipe-là et la rendre solide pour suivre les acquisitions que tu fais, que je trouve qui est la plus difficile, en fait, parce que Ouais. tu pourras en acheter 20 immeubles par année, mais si tu es capable d'en optimiser que 5, ben, c'est là où tu dois restreindre ta croissance C'est en tant clair. que telle. Là. Ouais. Il y a la plupart des investisseurs immobiliers, surtout au Québec, là, on dirait que c'est moins commun. Tu sais, aux États-Unis, les gens sont beaucoup dans le partenariat, puis même, eux, ils ont le modèle de syndication là, qui est très, très poussé. Nous, à cause de la réglementation des valeurs mobilières, c'est plus compliqué, on va dire, d'utiliser ce modèle-là. Mais le modèle d'avoir des partenaires, des partenariats, beaucoup de gens sont intimidés, je pense, par ça, ou ont peur de... Moi, je dis souvent, c'est que si tu veux pas rentrer en partnership, tu as surtout peur de toi, de ne pas être à la hauteur de ce qu'il va falloir que tu sois devant soit une chicane de partenaire, soit des difficultés, soit une évolution. Mais comment tu t'assures d'avoir une réussite, puis comment tu gères le fait d'avoir pas juste un partenariat, mais le 3 partenariats essentiellement, qui sont chacun différent, chacun de vos bars. C'est-tu dans la communication? C'est quoi? Qu'est-ce que la sauce secrète Big Mac? Là? Ouais. C'est un des points les plus importants que j'ai vu dans le passé, c'est la gestion des attentes. Okay. Déjà que ce qu'on se dit à la base est clair. Ouais. Si un partenaire est un peu plus passif, on ne promet pas la lune. Puis si quelqu'un est actif, ben, faut se connaître soi, comme tu as dit. Il faut se connaître puis être capable de connaître grosso modo sa limite. Même si on ne sait pas parfaitement où elle est, ben, avoir une bonne idée de c'est à peu près quoi notre limite dans nos connaissances ou dans ce qu'on est capable d'apporter financièrement dans les projets. Puis après, c'est d'accepter que tout le monde va faire des erreurs. Nous, on en fait, que le partenaire va en faire. Puis d'être capable de dire, bon, ben voilà, c'est correct, tout le monde va en faire. C'est juste que maintenant, c'est combien de fois on va le faire l'erreur, 3-4 fois ou au bout de 2 fois, tu as appris. Puis c'est d'être capable d'avoir de la pédagogie dans ça. Et en même temps, c'est de voir l'évolution de chaque partenaire. Tu as un partenaire, il n'est pas au même niveau que toi au départ, mais au bout d'1 an, ben là, il t'a dépassé ou il est devenu meilleur que toi sur pas mal de sujets qu'avant, il ne comprenait pas. Ben, c'est de voir la capacité d'apprendre de ton partenaire aussi. Parce que c'est ça que ça capacité d'évoluer, puis ouais, parce que s'il y en a un qui évolue tout le temps puis que l'autre, il veut arrêter, c'est ça. À un moment donné... Il va y avoir un trop grand déséquilibre dans le partenariat. Ouais, puis tu ne te reconnaîtras plus avec la personne. Puis c'est vraiment comme un couple, en fait. Si tu acceptes d'être en couple, ben, tu vas accepter de ne pas être tout le temps d'accord, de te chicaner, puis... Et c'est normal. Et en même temps, c'est ça les humains. C'est clair. C'est obligé de passer par ça. Puis quand on a des objectifs clairs, on essaye de les définir au maximum, puis de s'y tenir.
Fait que si on se dit, ben, cette année, on achète 2 immeubles, ben, on achète 2, on n'achète pas 3. Puis pourquoi on achète juste 2? Ben, le temps de bâtir de passer au travers de certaines étapes Ouais. ensemble et d'être capable de se connaître. Parce que souvent, on veut aller trop vite en immobilier, puis d'aller vite, c'est bien, mais en même temps, ça amène son lot de challenge, hein. Ah oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. Deuxième transaction d'achat par action. Ouais. L'achat par action, c'est une stratégie qui est méconnue en immobilier au Québec. Je pense d'ailleurs, on a été pas mal les pionniers chez MREX. On a commencé à lancer en 2016. OK. Quand, à ce moment-là, même ben du monde ne savait pas c'est quoi le TGA. Ouais. Mais vous êtes rendu à votre deuxième. Ouais. Explique donc, c'est quoi les complexités d'acheter, parce que quand on parle, pour les gens qui écoutent, un achat par action, principe d'ingénierie financière, au lieu d'acheter l'immeuble, on achète la compagnie qui détient l'immeuble ou les immeubles, fait qu'on achète des actions essentiellement. Complètement. C'est une transaction un peu différente. Oui, vraiment. Fait, maintenant, je vais mettre comme des parenthèses parce qu'avec les changements fiscaux qu'il y a eu, Ouais. c'est là où à voir si c'est toujours autant avantageux que ça l'était par le passé, Ouais. dû aux nouvelles règles. Mais mettons essentiellement, nous, ce qu'on a fait dans les 2 cas, c'est que le propriétaire détenait des immeubles au personnel. OK. On a créé une nouvelle compagnie, Ouais. on a roulé les immeubles dans cette compagnie-là. L'avantage de faire ça, c'est que tu vas sauver certaines dépenses très court terme. Ouais. Des droits de mutation, tu vas avoir des frais supplémentaires affiliés au coût de cette transaction-là, d'acquisition. Mais par contre, tu es capable de structurer des balances de vente Ouais. qui ne sont pas enregistrées sur les immeubles directement. Ouais. Donc, pour ton financement, c'est plus facile à l'heure actuelle. Fait que ça te permet d'être plus créatif dans ton financement. Ouais. Par contre, c'est un très gros lien de confiance avec les vendeurs Ouais. à chaque fois. Ouais. Parce que le vendeur, pendant minimum 2 ans, il est au bat avec toi dans la compagnie. Quand c'est des compagnies qui sont nouvelles, en fait, il faut qu'il reste 24 mois. Ouais. Puis toi aussi, tu t'achètes, dépendamment de comment c'est structuré, mais une balloune essentiellement de gain en capital futur. Là. C'est pour ça que... Exactement. Ouais. Fait que là, tu as un gros avantage aussi lié à ça. L'un des inconvénients qu'on a eu aussi dans les dernières années avec les hausses de taux, c'est que les take-out en conventionnel, vraiment restreints. Fait que notre stratégie de sortie, elle est SCHL. Mais là, avec la SCHL, la problématique qu'on a essentiellement, c'est que tu dois racheter ton vendeur avant de passer ton financement long terme. Donc ça nous a amené sur d'autres stratégies, en fait, en bout de ligne. Trouver d'autres solutions, puis être capable de comment les structurer. Ouais. Mais c'est là où on revient sur la force du partenariat, d'être capable d'être créatif, puis de trouver des solutions. Des solutions, malgré tout, en cours de projet, c'est là où c'est... Le lien avec le vendeur, tu sais, déjà, quand on enseigne les différents instruments financiers comme la balance de prix de vente, les débentures, tu sais, déjà, on explique aux investisseurs que il y a une grosse partie mathématique en ingénierie financière, mais il y a une grosse partie humaine aussi, d'être capable d'entrer en relation, de bâtir de la confiance, d'être crédible. L'achat par action, c'est un peu le summum, ou pas loin de la capacité de bâtir une relation de confiance avec le vendeur. Comment tu t'y prends pour faire ça? Complètement. Tu sais, c'est vraiment des transactions que tu vas avoir pour des gros portefeuilles immobiliers, des achats d'entreprises. Donc, tu sais, souvent, quand c'est des gens d'affaires, ils sont déjà plus habitués à avoir une relation d'affaires. Donc, tu es capable de créer un lien business to business là, et d'avoir un objectif commun pour les deux avoir du win-win. Fait que, c'est comme un win-win que tu détermines de base, puis c'est quoi que ça lui amène à lui, c'est quoi que ça t'amène à toi. Donc, tu sais, souvent, c'est d'être clair dans la transaction. Pourquoi on fait la transaction de ce type-là? Nous, on va proposer, mettons, 2 transactions. Conventionnelles, puis, mettons, achat par action. Et pourquoi tu choisirais l'achat par action? C'est parce que tu as de l'économie à avoir. En bout de ligne, tu auras plus dans tes poches. Fait que souvent, ça, c'est un win pour le vendeur. Mais l'inconvénient que tu vas avoir, c'est que tu es pris avec nous pendant 2-3 ans. Donc, tu dois pondérer, mettons, ce risque-là pour lui. Puis, c'est par la transparence, l'accompagnement que tu vas faire avec lui, puis être capable de bien lui expliquer toutes les étapes, puis prendre le temps qu'il comprenne. Et c'est là où souvent on veut faire des transactions rapides. Mais tu sais, mettons les achats par action qu'on a fait. C'est pas très rapide. Ça prend 9 mois. C'est ça. Donc, tu sais, et le premier 3 mois, tu sais, on prend toujours la closée en 6 mois. Mais ça prend toujours un 3 mois de plus parce que il y a comme des imprévus, parce que finalement, il veut parler avec ses professionnels, se faire expliquer quelque chose qu'on lui avait expliqué il y a 5 mois. Là, tu as tout le temps un professionnel.
Ça peut être un comptable, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un planificateur financier, mais t'en as tout le temps un dans la gang, là, à chaque fois qui arrive, puis qui est comme oh non, ça se fait pas, ou ça, puis là, Ouais. la petite pédagogie tantôt, là, le Ouais. côté enseignement, tu es obligé de carrément enseigner dans ces transactions-là. Ouais, puis c'est là où c'est dur. Ouais. Parce que tu as des guerres d'ego aussi, souvent, Ouais, qui ouais. rentrent en ligne de compte de professionnels qu'ils en savent mieux que tout le Ouais. monde, en fait. Puis là, ça vient effriter aussi la confiance. Tu sais, Ouais. comme t'as travaillé fort pour bâtir une belle confiance, puis là, hop, t'as quelqu'un dans l'entourage Ouais. qui vient comme mettre carrément le bâton dans la roue. Là, fait que dur. c'est un bon travail. C'est un grand accomplissement de réussir une belle transaction en achat par action au Québec. Là. Oui, puis un des points qui est super important dans ça, au final, c'est comment tu es entouré. Ouais. C'est qui t'entoure, tes professionnels à toi, leur crédibilité, leur capacité d'interagir aussi, et autant avec les professionnels du vendeur qu'avec les vendeurs en direct. Ouais. Puis nous, tu vois, mettons la dernière qu'on a fait, le vendeur, c'était pas un homme d'affaires. Okay. C'était quelqu'un qui avait ses blogs depuis 40 ans, Ouais. qui en a pris soin comme ses enfants, puis il les a vendus, ses bébés, au bout de 40 ans, mais il n'a jamais fait d'autres transactions que cela essentiellement. Okay. Fait qu'il avait acheté comme 5 immeubles, puis c'est vraiment pas mal les seules transactions immobilières qu'il avait fait. Fait qu'on partait de loin niveau connaissance financière ou entrepreneuriale. Ouais. Par contre, ce qu'on a été capable de bâtir dans le temps avec, c'est une bonne relation, puis autant avec nos professionnels. Il discutait avec, et ça se passait super bien. Okay. Quand son professionnel, justement, c'était un comptable qui rentrait, il posait problème en contredisant tout ce qu'on disait. Okay. Il a trouvé tout le temps un point qui faisait que, oui, il y avait un risque. Puis c'est normal, il y a toujours un risque. Ouais. Parce que jamais tout est blanc ou tout est noir, là, Non, ça ça n'existe pas, ça. Donc, en bout de ligne, il a pris sa décision sur les recommandations de nos professionnels. Parce qu'il a eu la confiance, il comprenait ce qu'il leur expliquait, puis il était correct avec ce que nos professionnels lui expliquaient. Donc, il a été OK d'aller au bout. Mais si, mettons, ton avocat, il n'a pas le temps de prendre du temps avec ton vendeur, c'est sûr que ça peut que ça ne marche pas. Là. Ça peut partir en couille. Ouais, vraiment, vraiment. Parce que faut que ton professionnel puisse prendre le temps. Ouais, Puis ça prend des heures, des appels, puis être disponible. Beaucoup. Ah, puis le téléphone arabe, hein? Ouais. C'est fou, là. Tu sais, juste moi, en ce moment, je suis dans un gros refinancement de presque 10 millions. Puis on dirait qu'à chaque jour, en ce moment, mon travail, là, c'est juste de comme m'assurer là, que toutes les parties, là, tu sais, quand tu travailles avec plusieurs parties, justement, notaire comptable, banquier, tout ça, mais ça peut prendre une journée que une partie de la transaction soit mal communiquée d'un à l'autre. Là. Puis là, c'est le téléphone arabe, là, puis là, tout le monde monte des rideaux. Puis toi, ton travail comme investisseur, c'est pour ça que souvent, je pense que les gens ne le réalisent pas, mais plus que tu avances dans ta carrière d'investisseur immobilier, ton travail, c'est d'être chef d'orchestre. Ouais. C'est d'être capable de s'assurer que tous ces musiciens-là sont sur le même beat. Puis c'est plus simple à dire qu'à faire. Vraiment. Puis d'être capable aussi, on est tout le temps très occupé la journée. Ouais. Pas oublier ce qu'il t'a dit il y a une demi-heure, puis tu dois bien répéter à l'autre que tu n'as que dans 1h30 au téléphone. D'être capable de rapporter les bonnes affaires, ça c'est difficile aussi. Ah oui. C'était facile d'oublier quelque chose. C'est clair. C'est clair. Tu investis à Sherbrooke, Granby. Tu as commencé à regarder aussi ailleurs. Est-ce que tu vois des différences entre ces marchés-là? Parce qu'exemple, moi, je suis à Sherbrooke, j'ai investi ailleurs en Estrie, mais tu sais, je suis 100% Estrie, 95% Sherbrooke. Toi, est-ce que tu as vu qu'il y a des différences au niveau de, je sais pas moi, au niveau des locataires, au niveau juste du marché en général? Mais mettons, entre Granby et Sherbrooke, ce que je trouve beaucoup, c'est qu'à Granby, tu affiches un logement, il va se louer très, très rapidement comparé à Sherbrooke. Ah ouais, OK. Ouais, avec des valeurs locatives assez similaires. OK. Il y a plus de rareté parce qu'à Granby, essentiellement, il manque d'anciens immeubles là, comparé à Sherbrooke, on a un peu plus. La construction neuve, tu as des petites unités qui ont été construites dans les dernières années. Tu n'avais pas des gros immeubles un peu comme à Sherbrooke qu'on aura eu. Donc, ça, à Granby, mettons, on loue assez rapidement comparé à Sherbrooke. Sherbrooke, mettons, c'est un peu plus long à relouer. Les logements bien rénovés. Alors, on est toujours en bas, mettons,
un 20-25% en bas de la valeur locative d'un logement neuf. Ouais. Mais on est quand même très, très bien rénové pour du use. Ouais. Donc, c'est là où on va peut-être mettre 2-3 mois à relouer le logement, mais on va aller chercher quand même la pleine valeur locative OK. en bout de ligne. Fait que essentiellement, c'est les deux. Sur la relocation, c'est pas mal les points que je verrai. Ouais. Puis après, c'est vraiment la rareté des immeubles aussi. Là. Ouais. Il y a un immeuble qui se met sur le marché, ça se vend de suite. C'est fou, hein? C'est Même hallucinant. encore aujourd'hui, hein? Malgré l'augmentation des taux d'intérêt, le ralentissement d'accès au financement, parce que c'est très, très long de se financer, puis se refinancer, malgré le règlement de la SHL qui bloque pas mal de prêteurs privés. Là, on a le gain en capital qui vient d'arriver. Ouais. Malgré tout ça, je suis sûrement que j'en oublie. Là. Ouais. Il y a tellement de choses qui sont passées depuis 24 mois. Le marché est encore vraiment actif. Ouais, très fort. Puis, J'avoue que même moi, je suis surpris. Ben, moi, des points que je me dis, c'est que des logements, il va en manquer pour quand même longtemps. Ouais. Puis C'est vrai. dans le use, souvent, l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait à quoi s'en tenir dans les locations et dans le type de logement qu'on a. Puis on n'est pas obligé de trop forcer non plus en termes d'optimisation pour arriver à réaliser, mettons, le rendement qu'on veut dans un projet, avec l'abordabilité qui aide beaucoup, l'efficacité énergétique qui aide beaucoup aussi. Puis on oublie souvent aussi, on est souvent très immobilier-centrique. Là, on dit, mais si tu regardes en ce moment, c'est des moins bonnes années que les années 2018, 2019, 2020, là, 2017. Là. Mais l'immobilier n'existe pas dans un vacuum non plus. Là. Après ça, si tu regardes, quand tu compares l'immobilier, aujourd'hui, tu as de l'argent investi, tu vas quand même choisir entre je mets tout ça en immobilier, je mets tout ça en cash, je mets tout ça en bitcoin, je mets tout ça dans l'or. Est-ce que j'envoie ça dans la tech? Est-ce que j'envoie ça à la bourse carrément? Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un côté, le côté tangible de l'immobilier est difficile à. Ça vient des désavantages, hein, parce que c'est moins passif, puis c'est plus illiquide, là, mais ça reste que je pense que le côté tangible demeure quelque chose d'extrêmement important pour les investisseurs. Puis encore plus, quand on a des investisseurs qui arrivent de l'étranger, là, on sait que c'est culturellement plus dans leurs mœurs. Ouais. Puis, ben, aussi, tu le vois, ton immeuble. Tu peux y aller. Tu visualises vraiment ton investissement. Ouais. Et en tant que tel aussi, c'est comme... Les actions de Tesla, c'est pas de même. Là. Non. Puis Tesla, c'est pas un besoin essentiel non plus. Non. Un logement, ça va Ça fluctue. Exactement. Et c'est ça que moi, je trouve bon dans l'investissement immobilier, c'est que, veux pas, les gens ont besoin de se loger. Ouais. Puis oui, mettons, quand tu loues trop cher, c'est sûr que tu peux avoir de la misère à louer, mais loue moins cher, tu vas louer pareil. Ouais. Puis le temps va te donner raison tout le temps. Donc, exact. Les loyers, ils augmentent depuis les 30 dernières années, les 100 dernières années. Fait que dans 100 ans, ça sera probablement la même chose. Puis avec la crise du logement dans laquelle je pense qu'on fait juste commencer, là, c'est malheureusement pas... Ça s'en va pas. Là. Non, c'est pas prêt de se résorber. Là. Surtout, tu le vois bien, tu développes beaucoup. Ouais. La longueur entre le temps que tu proposes un projet puis qu'il est construisible, c'est tellement long, alors que tu manques de logement. Ah non, mais je le répète constamment aux gens. La crise du logement, en fait, elle n'a même pas commencé encore. Là. Je pense pas que les gens réalisent vers quel schnout qu'on s'en va en termes de crise du logement. Puis, tu sais, on s'entend, on sait que l'immigration est à des niveaux historiques. Ouais. On est à des niveaux historiques de baisse de mise en chantier. On était déjà dans un déséquilibre au niveau de l'offre et la demande avant ça, tu sais. Puis là, en plus, on a décidé de mettre un paquet de bâtons dans les roues des gens qui auraient voulu investir en immobilier, tu sais, taux d'intérêt, prêteur privé, le gain en capital, tu sais, un paquet d'affaires. Ça crée une espèce en anglais, on appelle ça un perfect storm, un orage parfait, des conditions comme toutes les asses s'alignent, mais pas de la bonne manière. Non, vraiment pas. Et tu sais, pour être capable d'endiguer un peu les augmentations de loyer, il faut construire plus. Plus il y a d'offres, moins le marché va se réguler naturellement. Absolument. Puis c'est normal, c'est comme ça que l'économie fonctionne en tant que telle. Donc, si on n'est pas capable de bâtir plus, tu ne régleras pas le problème de rareté. Non, c'est sûr. Donc, c'est sûr que c'est là où c'est débalancé pour les gens, pour les investisseurs aussi. C'est champ gauche, ce que je vais te dire. Puis
Puis tu as le droit de répondre si tu as envie ou si ça t'intéresse, mais tu es français. Je ne sais pas si les gens pensaient que tu étais gaspésien, mais je le confirme, il est français. Mais tu sais, au Québec, on a eu une tangente dans les dernières années, puis je pense au Canada aussi, une tangente à aller un peu plus vers la gauche en termes de politique puis d'économie. Un côté plus social, parfois peut-être même, je dirais même plus que social, là, mais puis ça suit un peu, tu sais, on est comme en arrière de la France, tu sais, on est des petits cousins. La France, pas mal plus de gauche Très social. sociale que nous, là. Est-ce que toi, comme Français qui a décidé de quitter la France puis qui est rendu ici, c'est quelque chose qui t'inquiète? Puis est-ce qu'il y a des leçons qu'on devrait peut-être tirer de nos cousins français en lien avec ça? Ben, c'est sûr que c'est toujours inquiétant parce que tu augmentes toujours l'administration. Ouais. C'est toujours plus long, c'est toujours plus cher. Ce côté-là, il est assez néfaste. Ouais. Par contre, de protéger ton filet social, ta base sociale, ça, c'est quand même important de continuer à le garder. Ouais. Parce que c'est ça qui fait que le Québec et le Canada en général, c'est une belle économie. Ouais. Parce que c'est stable. Parce que, mettons, demain, tu te casses une jambe. Oui, ça va te prendre 16 heures de passer à l'hôpital, mais ultimement, tu vas passer, puis ça va être gratuit. Ouais. Donc, ce côté-là, et peu importe qui c'est qui se casse la jambe, c'est couvert. Fait que ça, c'est bon, mais après, il ne faut pas aller dans les extrêmes où c'est là où ça devient trop facilitateur. C'est une mince ligne. Là, tu sais, en France, je veux dire, j'ai beaucoup d'amis français, j'ai fait affaire avec des Français. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont décidé d'aller au Luxembourg, en Suisse. Ailleurs, il y a beaucoup de Français au Québec. Puis généralement, les Français au Québec, on leur pose la question pourquoi vous êtes ici? C'est certainement pas pour l'hiver et la neige. Là. Non. C'est parce que le Québec est peut-être un peu plus proche des États-Unis d'un point de vue de mentalité, d'opportunité, de réactivité d'être en affaires versus le côté lourd, gauchiste un peu plus de la France. Complètement. Puis, mettons, ici, tu veux partir une entreprise en même pas une semaine. Tu as parti ton entreprise. Tu as incorporé ton compte de banque. Tu es prêt à partir ton entreprise de suite. Tu n'as pas de gros critères par rapport à ta valeur nette que tu as besoin de base pour être capable d'investir en immobilier ou autre. Donc, ce côté-là, c'est vraiment Amérique du Nord. C'est super bien. Ça facilite beaucoup. De rentrer un peu plus encore dans les extrêmes comme avec la France, c'est sûr que j'espère qu'on ne se rendra pas aussi loin. Ah non, parce que c'est dommage parce qu'au final, mettons en France, tu as tellement de gens qui partent parce que tu perds tes cerveaux. Des jeunes qui sont motivés à travailler, à rester et avoir un impact dans ton pays, tu vas les perdre parce qu'ultimement, ils ne vont pas être intéressés à battre toute cette administration-là et toutes ces contraintes-là. Fait qu'ils vont juste partir ailleurs. Trop de bâtons, pas assez de carottes. Exact. Ici au Québec, tu perds aussi tous tes cerveaux qui vont partir en Ontario ou aux États-Unis. C'est là où, après, tu as un certain déclin, puis remonter la pente, c'est beaucoup plus dur pour les attirer. Ce qui est toujours, je pense, dangereux pour une société, un pays ou une province, c'est que les mieux nantis, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue intellectuel ou énergétique, c'est eux qui sont capables de partir aussi s'ils sont insatisfaits puis qui atteignent un niveau que disent OK, là, c'est assez. Là, comme... Exact. Fait qu'il faut faire attention, je pense, comme société aussi, là, dans notre approche. Là, moi aussi, j'ai un côté social très fort. D'avoir un filet social, je pense que c'est important, là, versus, exemple, les États-Unis ou d'autres pays. Mais je pense toujours, quand tu tombes dans les extrêmes, dès que tu commences à tendre vers l'extrême, c'est toujours dangereux. Là. Ben, les extrêmes sont toujours dangereux. L'histoire le montre. Là, c'est comme dès que tu montes dans un extrême ou dans un autre, là, c'est là où tu as le danger. Fait que, je pense d'avoir une ligne directrice qui est vraiment plus centriste, qui est vraiment plus portée sur l'économie, elle est bonne en tant que telle. Il faut oublier personne dans le chemin, mais en même temps, il faut avoir une logique que une entreprise, si elle n'est pas viable financièrement, elle ne fonctionnera pas. Et un pays, c'est pareil. Fait que, à un moment donné, si tu dépenses plus que tu gagnes, c'est là où ça ne fonctionnera plus. Donc, si tu n'encourages pas ton économie, c'est là où c'est malsain, en fait. Toi, est-ce que tu es fier d'être investisseur immobilier? Ah oui, beaucoup. Ouais? Ouais, j'aime ce qu'on fait parce que c'est très difficile dans le day-to-day parce que tu ne vois pas nécessairement tout le temps là où tu en es rendu, mais par contre, ça t'apporte une liberté d'être capable de faire ce que tu aimes. Ouais. Donc, ce côté-là,
je trouve que l'investissement immobilier il répond à 100%. Et en même temps, tu as plein de manières d'être capable de t'éduquer à l'heure actuelle, d'être capable de trouver des solutions, de t'entourer. Tu le fais depuis des années, d'être capable de démocratiser l'enseignement, l'éducation, puis de mettre en contact des personnes d'un même milieu d'investissement immobilier. Je pense qu'investir il y a 15 ans, ça aurait été plus dur que maintenant. Parce que tu n'as pas d'informations. Fallait que tu aies un in. Fallait que tu aies quelqu'un dans ta famille. Qui connaît déjà. Non, c'est un beau métier. Puis, ça permet aussi de répondre à des problèmes qu'on a à l'heure actuelle. Oui, tu as des problèmes sociaux, d'abordabilité, de prix loyer, mais tu as aussi un problème énergétique des immeubles. Absolument. Que dans 10 ans, 15 ans, peut-être que l'électricité, ça sera beaucoup plus difficile d'en avoir tout le temps partout. Donc, tu as un problème à répondre là-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser à ce sujet que je voulais te parler. Je suis content que tu parles de ça. Tu as fait une conversion d'un immeuble, puis tu as mis de la géothermie, d'un immeuble usagé. Oui, on a mis de la géothermie dans un 15 logements. Et c'est quand même assez, honnêtement, c'est quand même assez facile à faire. Parce que je pense que dans l'industrie de l'investissement immobilier, on voit ça comme un peu comme une montagne. Là. Mon Dieu, mettre de la géothermie dans un vieux bâtiment. Complètement. Pas si simple, mais finalement. Ça prend beaucoup de place. En termes de salle mécanique, mettons, si on y va vraiment purement technique pour commencer. Nous, on a fait, donc c'était un 15 unités, chauffé au gaz, puis électrique. Fait qu'on a conservé le biénergie. Pour aller jusqu'à moins 12, mettons, avec la géothermie. Puis de moins 12 à moins 25, mettons, on est sur le gaz. Parce qu'on a besoin de plus de force. C'est le gaz qui prend le relais. Donc, essentiellement, on a fait 3 puits de 500 pieds de profond chaque, sur lesquels on a notre glycol qui vient alimenter notre salle mécanique. On a dû doubler l'espace de la salle mécanique. Fait que quand tu veux de la géothermie, pense que tu as besoin de beaucoup de place parce que c'est quand même des gros équipements que tu mets en place dedans. Mais ça nous a permis de sauver 60% des coûts énergétiques de notre immeuble. Wow. Fait que ça, c'était quand même assez avantageux sur l'économie énergétique. En termes de prix, ça nous a coûté 120 000 $ pour installer un système donc de 1500 pieds de profond au total de puits, avec une capacité donc, un chauffe-eau plus les chaudières pour traiter ce système-là. Et tu as 30% de subvention. Grosso modo, 40 000 de subvention. On a été chercher dessus. Apparemment, ça a été bonifié. Donc, ce serait à voir si c'est mieux maintenant. À refaire. Exact. Mais ça te prend quand même de la place. Faire ça, mettons, à Montréal, je ne suis pas sûr. Plus en région, avoir du stationnement, de la place, je serais plus porté à le faire. Ça prend de la place extérieure et intérieure. Et intérieure, oui. Fait que, c'est sûr que... C'est un immeuble, par exemple, qui a un sol qui est rien dans le sol, ça peut fonctionner bien pour faire ta salle mécanique, par exemple. Là. Exactement. Mais, mettons, même un 15 ou 16 logements avec, mettons, un quart de ton sous-sol qui est salle de locker plus salle mécanique. Nous, on a sacrifié 2 lockers, puis on a agrandi notre salle mécanique là-dedans. Donc, ça a quand même bien été. Mais, c'est sûr que tu ne peux pas le faire dans toutes les catégories d'immeubles. Et ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux reprendre tes systèmes de chauffage à l'eau chaude existants. Donc, tu sais, juste les faire une bonne maintenance dessus, changer tous tes thermostats et tout. C'est quand même assez simple en termes de gestion de. Puis dans cette optique-là, de quand même garder le gaz, ça ne valait pas la peine de juste carrément enlever le système au gaz. Ben, justement, il y a pas longtemps, j'ai fait une conférence avec Hydro-Québec. On a assisté. Ils conseillaient justement de garder du gaz. Ah ouais, OK. Hydro encourage à garder des bons systèmes performants au gaz parce qu'ils ne seront pas capables d'être assez performants dans la quantité d'énergie qu'ils vont devoir amener dans les prochaines années. Fait qu'ils ont besoin du support du gaz. Fait que si tu gardes quand même ton système biénergie performant, qui est efficient, que ça te permet d'avoir le gaz que de moins 12 à moins 25. C'est plus rare les moins 12 à moins 25 ces années. Donc, tu consommes beaucoup moins de gaz. Et c'est là où tu vas avoir une économie sur le long terme. C'est du moins 12 à moins 25 que là, le système hydro est plus affecté essentiellement. Exactement. Après, est-ce que d'avoir juste une fournaise full électrique, ça aurait pu être bon?
Probablement. C'est juste que nous, on avait un système de gaz qui datait de 2019. Ah, Donc, OK. ça valait pas la peine de le remplacer parce que Puis en ça plus, aurait il y a été des plus contrats coûteux. souvent qui sont en place avec Gaz Métro, avec Énergie, Ouais, excuse-moi. Ouais. complètement. Mais tu vois, c'est une bonne question ce que tu dis parce qu'on a eu l'analyse sur un 18 unités Ouais, sur lequel on n'a pas de gaz, on a du mazout. OK. Puis la consommation, avec un système de géothermie, Énergie, ils ne voulaient pas nous connecter parce que ce n'était pas assez ce qu'on allait leur fournir par année. Ah, ouais, OK. Ouais, ils n'auraient pas vendu assez de. Je ne sais pas c'est quoi la métrique exactement, mais OK. l'énergie, c'est kilowattheure, mettons. Là. Ouais. En gaz, je me souviens plus c'est quoi. Mais vu qu'on n'en aurait pas vendu assez, acheté assez, en fait, c'était pas assez rentable pour eux de nous connecter l'immeuble. Ah, ouais. Donc là, on va y aller avec un système full électrique. Full électrique pour Ouais. enlever le mazout. OK. Exactement, ouais. Ah, intéressant. Mm. Très intéressant. Écoute, je pense que c'est un épisode qui est passé vite, mais on a dit beaucoup. Ouais. Ça a été extrêmement intéressant. Merci encore de ton partage. Comme à l'habitude, Julien, toujours un plaisir de te voir aller puis d'échanger avec toi. Puis je te souhaite encore bon succès. Puis je vais dire à la 3e épisode ensemble. Ben, merci beaucoup, De toute façon, Nicolas. c'est sûr que tu vas revenir. Ouais, vraiment. Merci. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que ça vous a fait réfléchir sur les différentes stratégies et manières de réussir en immobilier, que ce soit seul ou en partenariat. Si vous êtes intéressé par un de nos programmes de formation pour justement mieux avancer, je vous invite à aller sur le site de MREX et à aller analyser les différents certificats et programmes qu'on a qui sont disponibles pour vous aider dans votre quête d'investisseur immobilier. Merci beaucoup et au prochain épisode.